Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grosse thématique qui est attendue par de très nombreuses personnes, je le sais, vu tous les mails que je reçois. Et la thématique, c'est comment rédiger méthodiquement des spécifications fonctionnelles détaillées. Donc c'est une question que m'a posée Amida, que bien d'autres m'ont posée, mais Amida m'a envoyé un email, donc je vous invite à le faire également. Si vous souhaitez que je vous réponde par le biais des vidéos, vous m'envoyez un email alice@bestofbusinessanalyst.fr et écoutez, je me ferai une joie de vous répondre. J'ai tout un fichier où je collecte toutes vos questionnements et ça me permet d'alimenter cette chaîne avec des thématiques diverses qui vous correspondent. Donc, la grosse question que me pose Amida et qui est une question vraiment fondamentale, comment rédiger de bonnes spécifications fonctionnelles détaillées de manière méthodique, exhaustive, claire, non ambiguë? Et en fait, plus précisément, vous le verrez, Amida me demande est-ce qu'il y a une syntaxe en fait qu'on peut employer? Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, et même pour ceux qui me connaissent, bien au contraire, bienvenue à vous sur cette chaîne bestofbusinessanalyst.fr. C'est vraiment le rendez-vous des business analystes francophones. Et je m'appelle Alice Vachi, je suis business analyst, je suis également conférencière, formatrice, coach et puis créatrice de nombreux contenus que vous pouvez retrouver notamment sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr. Donc il y a évidemment cette chaîne YouTube que vous connaissez, mais sur le blog vous retrouverez énormément plus d'informations, des articles, des tutoriels, des templates à télécharger, un e-book gratuit. C'est également par ce biais-là que je vous informe des différentes formations qui existent pour se professionnaliser à la profession et à la discipline qu'est la business analyse. Vous trouverez en description de cette vidéo tous les liens qui vous permettent d'y accéder et également au niveau des réseaux sociaux, je suis très active également pour celles et ceux qui préfèrent LinkedIn, Facebook ou autres. Vous trouverez sans doute votre bonheur pour me suivre et suivre toutes les publications que je propose gratuitement aux business analystes francophones. Voilà. Alors, la question d'Amida. Donc, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que je prends des notes quand je réponds à des questions un peu plus complexes. Et donc, vous me verrez régulièrement regarder mes notes, mais c'est parce que j'apprends pas tout par cœur. Désolée. Alors, la question d'Amida est la suivante. Dans le live d'aujourd'hui, donc elle se réfère à un live que je faisais, que j'ai arrêté, mais que je faisais il y a quelques mois, quelques années également, puisque ça a duré un certain temps. Donc Amida me dit, dans le live d'aujourd'hui et même dans vos articles, vous avez parlé de la syntaxe avec laquelle on rédige une user story en tant que je veux afin de, et cela dans le contexte agile. Par contre, dans le contexte d'une méthodologie traditionnelle, vous n'avez pas parlé de syntaxe lorsqu'on veut rédiger une SFD. Est-ce que, eh bien, il y a une syntaxe à laquelle on peut se référer quand on rédige des spécifications fonctionnelles détaillées? Alors oui, notamment, on peut utiliser le même outil que les développeurs et j'ai nommé les algorithmes. Alors je dis ça, mais je vous fais une petite aparté avant de commencer. L'énorme majorité des business analysts n'ont aucune méthode pour écrire les spécifications fonctionnelles détaillées. Ça veut dire que dans la ultra grande majorité, les spécifications fonctionnelles détaillées, ce sont plutôt une documentation que j'appelle une prose littéraire, c'est-à-dire que il y aura un petit peu de tout ce qu'ils auront pu recueillir comme information, comme règle métier, plus ou moins structurée, ils vont le mettre dedans et ils vont essayer de les structurer de la manière la plus claire possible, mais sans méthode, on ne peut pas être sûr d'être exhaustif, d'être clair, non ambigu et d'être méthodique pour être sûr que derrière déjà on aura couvert toute la problématique et qu'on aura apporté une solution à la problématique du départ et que d'autre part on ne peut pas être sûr non plus que le développeur derrière il va être capable de s'approprier ce document et de faire un code qui soit vraiment une réponse parfaite en termes de programmation logicielle à la conception fonctionnelle. Et donc ça, c'est un vrai gros problème qu'on rencontre extrêmement souvent, c'est-à-dire que les spécifications fonctionnelles, souvent, sont mal écrites par manque de formation, parce qu'il faut pas jeter la pierre aux business analysts. Je vous le rappelle, on est à 98-99% des professionnels qui se sont auto-formés, qui sont autodidactes, et donc forcément, même si on a des compétences très très fortes en termes de curiosité, de capacité d'apprentissage, de capacité à faire le liant comme une mayonnaise en fait, pour faire que la mayonnaise prenne entre
plein de disciplines différentes, que ce soit le métier, l'informatique, la gestion de projet, etc., eh bien, sans formation pour savoir comment rédiger clairement des spécifications fonctionnelles détaillées, c'est normal, même si ça ne devrait pas être normal, de ne pas rédiger correctement ces documents. Alors c'est très problématique. Pourquoi? Parce que, par exemple, un développeur qui va recevoir cette spécification fonctionnelle détaillée, il va devoir se faire des nœuds au cerveau pour essayer, lui, de le traduire dans un langage qui va permettre de concevoir le logiciel. Donc ça, je vais vous expliquer comment il le fait, notamment par le biais des algorithmes. Donc nous, si déjà, d'ores et déjà, dans les spécifications fonctionnelles détaillées, on est en mesure de rédiger en formulant avec des algorithmes nos différentes instructions, notre conception fonctionnelle détaillée, eh bien, on va tellement leur faciliter la tâche, vous pouvez pas savoir, et surtout, on va sécuriser le projet et le logiciel. Donc, ça va être tout l'objet de cette vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu ce que sont les algorithmes et comment on va les utiliser, nous, lorsqu'on va rédiger les spécifications fonctionnelles détaillées. Alors, je me suis plongée un petit peu dans Internet et dans ce qu'il y avait comme définition au niveau des algorithmes. Donc moi, je suis allée par exemple sur le site de bigdata.fr, qui est très très bien. Donc vous pouvez aller regarder dedans hein, si vous voulez en savoir plus. Il y a évidemment plein de sites qui expliquent ce que sont les algorithmes et notamment à quoi ça sert dans l'informatique. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? C'est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations qui permettent de résoudre une classe de problèmes. Une recette de cuisine est un algorithme. C'est une suite d'instructions, voilà, non ambiguës qui vont conduire à la fin à avoir le gâteau, la recette que vous avez prévue. Voilà. Donc c'est ça un algorithme, ni plus ni moins. Donc il faut retenir que c'est vraiment une suite d'instructions qui conduit à un résultat donné. Il faut aussi retenir que ces instructions, elles doivent être compréhensibles par celui qui va les exécuter. Donc là, c'est le développeur. Cette suite d'instructions que vous allez mettre dans vos algorithmes dans le cadre de la spécification fonctionnelle détaillée, il faut vous mettre à la place du développeur et qu'il puisse les comprendre. Mais vous inquiétez pas, il n'est pas nécessaire de connaître l'informatique ou un langage informatique parce qu'un algorithme, c'est quelque chose qu'on emploie spontanément dans la vie de tous les jours. Encore une fois, quand on donne une suite d'instructions pour avoir un résultat donné, c'est un algorithme, d'accord? Donc, la seule chose qu'on va vous demander de faire, c'est d'être méthodique et rigoureux pour vous mettre à la place de la machine ou de celui qui devra les exécuter. Et donc, on va être sans arrêt dans ces algorithmes et quand on va rédiger nos spécifications fonctionnelles détaillées, se mettre à la place du programme ou de l'utilisateur qui va les utiliser en disant bah, le système fait ceci, l'utilisateur fait cela, ou il doit faire ceci et ou il peut faire cela. Et c'est en se mettant vraiment à la place de l'utilisateur qui va utiliser le programme et à la place du programme lui-même qu'on va pouvoir progressivement construire des algorithmes qui vont couvrir tout le champ fonctionnel du logiciel. Alors, il faut retenir que les ordinateurs, et même à l'ère du big data, même si maintenant il y a plein de sous-classes d'algorithmes qui se sont créés, bien entendu, mais à la base, vraiment tout à la base, les ordinateurs, ils ne comprennent que 4 catégories d'instructions. Alors, si vous êtes développeur et que vous êtes dans le deep learning, machine learning et tout, surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec cette classification, mais moi, c'est celle que j'ai gardée, c'est surtout celle que j'utilise pour rédiger des bonnes spécifications fonctionnelles détaillées. Donc, effectivement, après, issus de ces 4 catégories de base d'instructions dans les algorithmes, vous en avez plein d'autres qui sont utilisés, notamment voilà dans tout ce qui est IA et big data, etc., tout ce qui est statistique et autres, tout ce qui est prédictif de manière générale, vous en avez plein d'autres des algorithmes, mais à la base, ils sont issus quand même de ces grandes familles d'instructions. Et alors, quelles sont-elles? Première famille d'instructions, l'affectation de variables. Et vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas dans l'informatique, je vais vous expliquer un tout petit peu ça derrière. Je vais pas aller dans le détail, bien sûr, mais c'est très simple en réalité. Et je vais vous donner les questions à vous poser pour cette catégorie d'instructions, les questions à vous poser pour rédiger encore une fois des spécifications fonctionnelles détaillées qui utilisent des algorithmes. Et donc, cette première catégorie étant l'affectation de variables. Deuxième catégorie, la lecture-écriture. Troisième catégorie, les tests. Quatrième catégorie, les boucles. Et je vais y revenir après vous avoir expliqué ce que sont les algorithmes et à quoi ils servent en informatique. Donc voilà, comprenez vraiment avant toute chose que les spécifications fonctionnelles détaillées vont permettre aux développeurs de créer le programme du logiciel et que donc cette documentation, ces spécifications fonctionnelles détaillées, elles doivent être adaptées à la compréhension claire, exhaustive, non ambiguë des développeurs. Sinon, forcément, ils vont faire des hypothèses de travail, des interprétations, il y aura des trous dans la raquette, comme on dit, et le logiciel, il sera mal programmé. Donc, c'est fondamental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un algorithme? Donc, je vous l'ai dit, le but d'un algorithme est de résoudre un problème. Et donc, il doit produire
un résultat. Et pour créer un algorithme qui fonctionne dans le monde réel, on va donc inclure des instructions. Ces dernières, donc ces instructions, elles vont permettre de s'adapter aux différentes situations auxquelles il peut être confronté. Et donc c'est pour ça que quand on visualise un algorithme, on peut voir ça sous la forme d'arbre d'instructions en fait, puisque une instruction peut en inclure une autre. Là, les 4 grandes familles que je vous ai données et que je vais vous détailler un tout petit peu après, elles peuvent s'inclure les unes dans les autres, ce qui fait qu'à la fin, on peut avoir un arbre d'instructions. Alors, comment fonctionne un algorithme informatique? Un ordinateur, il a besoin d'un programme pour exécuter une tâche. Et donc, pour fonctionner, le programme informatique, il va indiquer à l'ordinateur ce qu'il doit faire avec précision, étape par étape. L'ordinateur, après, il va exécuter le programme. Il va suivre donc chaque étape de façon mécanique pour atteindre l'objectif. Mais bien sûr, il faut aussi dire à l'ordinateur comment faire ce qu'il doit faire. Et c'est ça le rôle de l'algorithme informatique. Alors les algorithmes informatiques, ils fonctionnent par le biais d'input, donc d'entrée, et de sortie output. Donc en gros, ils reçoivent les données entrantes, l'input, ils vont appliquer à chaque étape de l'algorithme une information pour générer après une donnée sortante, un output. Je sais que certains ils vont réagir, mais les ordinateurs ne comprennent pas le langage humain. Alexa et tout ça, les boîtes, des enceintes connectées, elles le comprennent parce qu'il y a un logiciel derrière. Mais à la base, évidemment, les ordinateurs, ils ne comprennent pas le langage humain. Un algorithme informatique doit donc être traduit en code, écrit dans un langage de programmation. Donc là, évidemment, il y a plein de langages de programmation qui existent et chacun présente ses spécificités et convient à plus ou moins à des cas d'usage spécifiques. Donc, les algorithmes qui sont à la base, eux, ils ont d'innombrables cas d'usage. Et dans le domaine de la technologie, de l'informatique, lorsque un développeur il va créer un programme, il va créer en fait un ensemble d'algorithmes. Et le programme informatique, c'est en réalité un ensemble de commandes qui est donné à la machine, écrit dans un langage spécifique, afin d'exécuter une série d'opérations spécifiques, encore une fois, pour obtenir un résultat. Donc, le langage de programmation, c'est parce que le logiciel, je vous dis, n'est pas capable de comprendre en fait le langage humain, et c'est ce langage qui va permettre de servir de passerelle entre les humains, entre le langage humain et le langage que la machine peut comprendre. Donc, c'est vraiment avec cet outil, les algorithmes, que le développeur il peut créer une série d'instructions que l'ordinateur il peut entre guillemets comprendre. Honnêtement, je suis pas spécialiste de tout ce qui est machine learning, etc. J'ai fait mon master en informatique, j'ai appris ces 4 grandes familles d'instructions, mais il y a eu tellement de changements depuis. Est-ce que dans le cadre du machine learning, de l'intelligence artificielle, etc., vu que je n'ai pas été formée, je sais que vous êtes certains à avoir été formés à ça, est-ce que finalement ça n'a pas un petit peu changé les choses par rapport à mes connaissances? Mais en réalité, je pense pas. Alors dites-moi surtout en commentaire si c'est pas le cas, mais je pense pas fondamentalement. Je pense que fondamentalement, il y a vraiment ces 4 grandes familles. Après, dedans, derrière, d'après ce que j'ai pu lire, il y a plein de sous-algorithmes, de sous-familles d'algorithmes spécifiques. Alors, je regardais par exemple pour le machine learning qui constitue une catégorie spécifique d'algorithmes. Donc là, plutôt que de recevoir des instructions spécifiques sur la tâche à effectuer, eux, ils vont être capables d'apprendre à partir de données. Donc là, quand on va faire tout ce qui est prédictif, tout ce qui est prédiction, quand on va avoir tout ce qui est moteur de recommandation, etc., on va utiliser ces algorithmes spécifiques du machine learning qui peut se baser sur, à la base, sur des données fournies. Donc il y a bien des inputs, mais après, il va apprendre de ça, en fait. Donc là, j'ai un petit peu regardé, il y a une grosse variété d'algorithmes qui sont utilisés pour le machine learning, qui ont plusieurs catégories aussi à l'intérieur, mais là, je dirais que à la base, ils utilisent quand même ces grandes familles d'algorithmes dont je vous ai parlé. Donc, d'après ce que j'ai pu voir, il y a ce qu'ils appellent les algorithmes d'apprentissage supervisé, où les données d'input, donc les données entrantes, elles sont appelées données d'entraînement, elles sont étiquetées au préalable par des humains pour indiquer à la machine à quoi elles correspondent. Et donc après, le modèle prédictif, il est entraîné à partir de ces données d'input qui est donc à la fin, le but c'est de faire des prédictions exactes. Donc le processus d'entraînement il continue jusqu'à ce que le niveau de précision désiré soit atteint. Mais je dirais quand même à la base pour moi c'est toujours ces grandes familles d'algorithmes dont je vous ai parlé juste avant. Après vous avez la catégorie d'apprentissage non supervisé toujours dans le machine learning où les données d'input ne sont pas étiquetées et n'ont pas de résultats connus et le modèle eh bien il va il va observer les structures et les tendances dans ces données. Donc là honnêtement je vais pas rentrer dans le détail parce que de toute manière je n'en suis pas capable, je suis pas formée à ça, je comprends ce que je lis, il n'y a pas de problème, mais je l'ai pas pratiqué et je suis en plus pas formée, donc bien entendu, je vais pas parler de quelque chose que je ne connais pas correctement. Néanmoins, d'après ce que je comprends, vraiment à la base, on retrouve cette grande famille d'algorithmes. Et donc pour nous, business analyst, c'est très important parce que c'est simple. Il y a 4 familles à retenir et c'est juste avec ces 4 familles que je vais vous expliquer juste après qu'on va structurer la manière dont on va rédiger nos spécifications fonctionnelles détaillées. Alors,
je voudrais quand même juste faire un petit avertissement. Un algorithme, à la base, c'est des humains qui vont les écrire. Ils sont créés par des humains, donc forcément, il y a des failles qui peuvent exister dans les algorithmes, hein. Donc ne vous dites pas, ah bah c'est un algorithme, donc c'est juste, mais bien sûr que non. Les programmateurs informatiques, les business analysts, etc., on passe beaucoup de temps finalement à corriger les erreurs des algorithmes. Alors, quand c'est nous, les business analysts, on va par exemple chercher une règle métier qui est pas bonne. Et l'algorithme qui va du coup décrire cette règle métier, on va la refaire. Et derrière, le développeur, il va corriger directement dans le programme informatique, avec le code, avec le langage pour l'ordinateur, l'algorithme. Mais on travaille tous sur l'algorithme à la base. Et donc, une simple faute peut produire des résultats inexacts. Et en plus, alors au-delà des erreurs, il faut quand même bien retenir tout ce qui est biais cognitif que nous on a, puisque en tant que, par exemple, qu'être humain, on va donc faire des règles métiers. Et par exemple, si vous avez, alors là, l'exemple que j'ai noté était intéressant parce que c'est biaisé par la perception ou même la volonté des humains qui vont à la base faire l'algorithme. Par exemple, un algorithme qui est conçu pour le recrutement, donc le recruteur, il va pas regarder les centaines de CV qu'il va retenir, qu'il va recevoir, ça sera peut-être un logiciel qui va faire le tri, il va lui présenter que les CV qui sont les plus pertinents. Ça veut dire quoi pertinent? Bah, à la base, il y a bien une conception fonctionnelle des règles métiers qui ont dit qu'est-ce que c'est pour moi un CV pertinent. Par exemple, ça peut être un candidat qui a X années d'expérience ou qui a plutôt fait telle ou telle étude, au minimum un bac plus 3, etc., etc. Et peut-être que ces règles sont biaisées parce qu'en réalité, ils peuvent passer à côté de très très bons candidats qui seraient bien meilleurs que ces règles-là. Donc, il faut vraiment garder en tête qu'un algorithme, à la base, il est créé par des humains et dans les programmes informatiques, on passe énormément de temps à les corriger sans arrêt. D'accord? Voilà. Donc, on va revenir aux spécifications fonctionnelles détaillées. Et là, en l'occurrence, comment nous, business analysts, on peut utiliser cette notion d'algorithme pour bien rédiger des spécifications fonctionnelles détaillées de manière méthodique et non ambiguë. Donc, je vais reprendre les 4 familles d'algorithmes de base qui sont affectation de variables, lecture, écriture, test, boucle. Alors, affectation de variables, la question que vous allez pouvoir vous poser, c'est quel est le type de données en cours d'analyse? Est-ce que c'est une donnée booléenne, c'est-à-dire vrai, faux, une valeur ou une autre, 1, 0? C'est voilà, booléenne, il y a deux choix. Est-ce que c'est plutôt des données de texte? C'est plutôt du texte? Est-ce que c'est du numérique? Est-ce que c'est du monétaire? Est-ce que c'est plutôt des données de date? Donc en fait, quand vous allez vous poser cette question-là, déjà, vous allez structurer aussi votre réflexion et même bien avant les licitations, donc le recueil des informations, les ateliers de travail que vous aurez avec vos contributeurs. Si vous réfléchissez à quels sont les types de données en cours d'analyse, vous allez voir que les questions vont venir de toutes seules. Et là, déjà, vous allez pouvoir réfléchir aussi lorsque vous allez écrire vos spécifications fonctionnelles détaillées. Bon, ok, là par exemple, je sais que c'est une donnée qui est vraie, fausse, c'est booléen. Donc, comment le système doit réagir? Il n'y a que deux choix. Voilà, possible. Choix 1, qu'est-ce qu'il fait? Choix 2, qu'est-ce qu'il fait? Et si c'est un autre choix, comment il réagit? Deuxième famille d'algorithmes qu'on peut manipuler pour structurer méthodiquement nos spécifications fonctionnelles détaillées, c'est la famille lecture-écriture. Le mode d'accès, en fait, aux produits ou aux services, c'est consultation, modification, suppression. Donc, dans modification, je mets aussi création. Donc, en gros, une donnée, on peut la consulter uniquement, lecture, ou on peut la créer, la modifier, la supprimer. Donc, c'est ce qu'on appelle un mode écriture. Donc là, c'est pareil. Lorsque vous allez rédiger vos spécifications fonctionnelles détaillées, demandez-vous, est-ce que cette donnée, elle doit pouvoir être juste consultée? Et dans ce cas-là, vous allez par exemple écrire lorsque l'acteur consulte telle donnée, alors le système doit afficher telle chose. Et c'est pas pareil que de dire lorsque l'acteur, donc l'acteur dans le sens pas théâtre, mais ça je vous invite à aller en ce cas-là regarder mes formations qui expliquent cette notion d'acteur, qui n'est pas pareil que contributeur, qui n'est pas pareil que partie prenante. Voilà, donc l'acteur veut accéder au logiciel veut pouvoir créer par exemple une fiche produit. Donc là on est en écriture. Et du coup, comment va réagir le programme quand l'acteur veut créer ce produit? Qu'est-ce qu'il doit lui présenter, etc. Donc ça, c'est aussi des questions que vous pouvez vous poser pour cette deuxième famille d'algorithmes en lecture-écriture. Comment l'utilisateur ou le service ou un autre ou le logiciel, le système va accéder au processus? Est-ce que c'est en consultation, en modification ou en suppression?
Troisième famille d'algorithmes que vous pouvez donc utiliser pour écrire de manière méthodique vos specs, ce sont les tests. Alors, c'est toutes les hypothèses de travail, en fait, qui vont vous permettre d'arriver au résultat attendu. Et là, on a en gros deux familles. On a si, alors, sinon. Donc, si telle chose se passe ou telle action a lieu, alors, voilà comment le système va réagir. Sinon, dans tous les autres cas de figure, voilà comment ça va se passer. Donc, c'est si, alors, sinon. Et puis après, vous avez les cas, les cases. Donc, c'est aussi une autre famille de tests. Cas numéro 1, il se passe ça. Cas numéro 2, il se passe ça. Cas numéro 3, il se passe ça. Cas numéro N, il se passe ça. Et si ça rentre dans aucun de ces cas, donc non, sinon, alors voilà comment le système va réagir. Et puis enfin, vous avez la quatrième famille d'algorithmes qui sont les boucles. Les boucles, c'est que se passe-t-il tant qu'une condition perdure et qu'arrive-t-il quand celle-ci prend fin? Que telle chose se passe, tant que l'utilisateur saisit un code erroné, alors le système va lui redemander de saisir le bon code. Mais vous pouvez après mixer ces quatre familles. Par exemple, vous pouvez mixer des tests avec des boucles. Vous pouvez mixer aussi tout ce qui est lecture, écriture, affectation de variables, test, boucle, tout ensemble. C'est pour ça qu'on parle d'arbre après, d'algorithme, parce que ça s'imbrique les uns dans les autres. Mais cette combinaison, affectation de variables, lecture, écriture, test et boucle, c'est ça qui va vous permettre de décrire de manière méthodique, claire, non ambiguë, des spécifications fonctionnelles détaillées. Voilà, donc j'aborde ça de manière beaucoup plus concrète, détaillée dans mes formations. Donc vous pouvez aller regarder sur mon site internet bestofbusinessanalyst.fr pour en savoir plus. Mais déjà avec cette information, je peux vous assurer que au lieu d'écrire des spécifications fonctionnelles détaillées qui ressembleront plutôt plus à un roman difficilement exploitable par les développeurs et même vérifiable par le métier, parce qu'ils seront pas capables en lisant ça de voir s'il manque, s'il y a des failles au milieu de tout ça, eh bien, avec juste cette manière de faire, cette syntaxe, cette méthode, je peux vous assurer que vous allez écrire de bien meilleures spécifications fonctionnelles détaillées. Voilà, j'espère que je vous ai apporté plein d'informations de valeur dans cette nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, également pour soutenir ma chaîne, puisque, écoutez, j'espère vous apporter des informations concrètes pour exercer votre métier et pour vous faire recruter. J'ai plein de témoignages dans ce sens et je tenais aussi également à vous remercier, à remercier celles et ceux qui me suivent depuis le début, puisque quand j'ai créé cette chaîne, il y avait personne. Voilà, j'ai créé cette chaîne et je ne savais absolument pas si ça serait utile et s'il y avait du monde derrière intéressé. Et là, je vois qu'on est vraiment des milliers sur cette chaîne à suivre et avoir besoin d'informations. Donc, grâce à vous, ça me permet d'être motivée pour continuer d'écrire, de créer toutes ces vidéos, tout ce contenu également sur mon site. Donc, je tenais à vous remercier. Je le fais très peu et c'est un tort. Voilà. Donc, merci à toutes et tous de me suivre et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.